de vous retrouver, mesdames et messieurs, pour l'International. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet vraiment d'actualité toujours dans le monde, c'est le principe d'intangibilité des frontières. Mais nous allons mettre l'accent sur l'Afrique, et comme c'est l'International, nous allons quand même nous ouvrir un peu dans le monde. Et pour parler de cela aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir Patrick Djivava. Avec lui, nous allons parler de ces sujets. Très heureuse d'être avec vous, Patrick Djivava. Merci beaucoup, madame. Beaucoup de pays africains, Djivava, ont acquis leur indépendance vers les années 60. Oui. Et ils ont hérité des frontières que les Blancs ont tracées depuis 1885, si je ne me trompe pas, le traité de Berlin. Alors, vous êtes un intellectuel aujourd'hui. Pourquoi les Africains n'ont pas voulu reparler de ces frontières? Parce qu'on sait que les Occidentaux ont tracé ça selon leur bon vouloir, sans tenir compte des ethnies et de tout ce qui s'est trouvé sur le sol africain. Merci beaucoup pour la parole. Au fait, c'est toute une histoire autour de ces principes. Il faudrait savoir que, comme vous venez de le dire, la majorité des États africains avaient accédé à l'indépendance en 1960, la vague des indépendances. Alors il fallait créer une organisation régionale africaine. Alors là, ils se sont rencontrés, il y avait deux groupes qui s'est dégagés. Il y avait le groupe de la refonte, c'est-à-dire les groupes qui demandaient à ce qu'on mette une gomme sur les frontières et qu'on retrace les frontières. Et ces groupes étaient pilotés par le Maroc. Par le Maroc. Par le Maroc. Et il y avait un autre groupe qui insistait sur les tangibilités qu'on garde, sur le statu quo, qu'on garde les frontières de la colonisation. Et ces groupes étaient pilotés par le Libéria, et l'Éthiopie bien sûr. Alors, il s'est fait qu'après beaucoup de réunions, la majorité des États africains avaient choisi le statu quo, c'est-à-dire qu'on reste dans les limites des frontières et de la colonisation. C'était pas sous pression des Occidentaux? Les Occidentaux n'étaient pas derrière eux? Parce qu'on sait toujours comment ils fonctionnent, les Occidentaux. Est-ce qu'on n'a pas fait pression sur ces pays-là? Pas du tout. Comme beaucoup d'auteurs africains qui ont écrit sur les frontières disent, ce n'est pas par paresse intellectuelle que les pères fondateurs de l'Afrique ont choisi de garder les frontières et de la colonisation. C'était plutôt par sagesse. Parce que s'il fallait gommer, ce serait ouvrir une boîte de Pandore qui n'allait jamais s'éteindre. Et on remarquera même à la suite, parce que le groupe où il y avait le Maroc, ils étaient qu'à deux, le Maroc et la Somalie. Et on constatera à la suite que les deux États ont commencé à créer des problèmes à d'autres personnes sur les frontières. D'ailleurs, le Front Polisario pour le Maroc, le plus vieux conflit frontalier qu'il y a, c'est le conflit avec le Sahara occidental, que le Maroc a déclenché avec les Front Polisario, qui avait comme arrière-base l'Algérie. Et depuis ces conflits, c'est le plus vieux conflit jusqu'à aujourd'hui, ça ne s'éteint pas. Et on a vu la Somalie de son côté a créé des conflits frontaliers aussi. Le Maroc avait même quitté l'OUA à l'époque parce qu'on avait accepté, hein, je ne sais pas si je me trompe à un moment, le Sahara occidental comme État ou comme pays participant au pays... En 1984 exactement, l'OUA a accepté les Sahara occidental, c'est-à-dire les Front Polisario comme un pays membre de l'organisation régionale. Et le Maroc a respecté en quittant. Et pour la petite histoire, les Zaïre avaient quitté aussi l'OIA pour soutenir le Maroc. Ah oui, les relations entre le Zaïre et le Maroc étaient très fortes. Et à l'époque, encore pour la petite histoire, celui qui était comme le secrétaire général de l'OIA, c'était Edem Kojo. Ah, celui-là. Mais nous avons quand même eu un secrétaire général, un Congolais, non, un Zaïrois à l'époque, de l'Union africaine, on a eu un président du Conseil de sécurité, je crois vers les années 90. Mais il n'y avait pas, pour l'OUA, nous n'avons jamais eu un secrétaire général. Pour l'OUA, le Congo, pas ce que je sache. Ok. Maintenant, ces frontières, on l'a acquis de la colonisation, les Blancs ont tracé les frontières, mais aujourd'hui, même s'il y a ce groupe-là qui a remporté, mais ces frontières posent toujours problème, même quelques années après, il y a toujours des petites poches de résistance, il y a des États qui veulent revendiquer tel ou tel territoire, même si ce principe a été acquis. Mais nous sortons un tout petit peu, nous allons aux Balkans. Okay. Nous allons aux Balkans. Vous savez, les Balkans, c'est aussi une région assez chaude de l'Europe. Oui. Et d'ailleurs, le terme balkanisation provient de là, des Balkans. Oui. Et aujourd'hui, nous allons faire ce petit parallélisme, parce qu'aujourd'hui, la question qui se pose, c'est la question de Minembwe, qu'on le veuille ou pas. Beaucoup disent, le Kosovo, aujourd'hui, est un État indépendant, et le Kosovo était une enclave des Albanais. Oui. Et les Européens ont fait pression et aujourd'hui le Kosovo est un État indépendant. Oui. Beaucoup disent, regardez Minembwe. Vous avez vous-même suivi les termes de certains journaux occidentaux. Minembwe est l'enclave des Tutsis. Et beaucoup disent, mais non, rien ne va se passer puisque Minembwe est très loin
du Rwanda. Vous êtes intellectuel. Y a-t-il risque aujourd'hui d'une autonomie de Minembwe, cette enclave entre guillemets, pour qu'un jour les ressortissants de Minembwe demandent leur autonomie et deviennent un État souverain? Ouais, c'est la peur aujourd'hui des Congolais. Il y a un risque, mais je pense qu'il faudrait d'abord lever l'équivoque. Parce qu'au fait, beaucoup de gens pensent que lorsqu'il y a balkanisation, ou bien il faudrait nécessairement qu'un territoire aille dans un autre territoire. Alors que ce n'est pas le cas. On parle des Balkans, on parle du Kosovo. Nous ne sommes pas obligés d'avoir Minembwe comme province du Rwanda. On peut avoir Minembwe comme un autre État à part. Ça restera de la balkanisation. On a vu avec Kosovo, vous avez parlé de Kosovo. Lorsqu'il y a eu Kosovo, c'est ça, au fait, c'est là que les Rwandais n'arrivent pas à voir plus loin que le bout de leur nez. Parce qu'il y aura toujours un équilibre qui va se créer. Lorsque les Occidentaux ont mis la pression pour prendre Kosovo, qu'est-ce que Poutine a fait en retour? Il a pris l'Abkhazie et le Sénégal du Sud, de la Géorgie, qui sont devenus indépendants aussi jusqu'à aujourd'hui. Lorsqu'ils ont essayé de commettre aussi la bêtise avec l'Ukraine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la Crimée. Donc il y a toujours un équilibre qui arrivera à s'installer d'une manière ou d'une autre. Mais est-ce que cet équilibre-là sera au profit du Rwanda? Parce que l'histoire nous renseigne que si nous devons nous tous réclamer des terres, nous les Congolais, nous avons le droit de réclamer certaines terres du Rwanda. Je l'ai suivi par le professeur Isidore Ndayoel l'a dit carrément que nous devons nous réclamer certaines terres du Rwanda. Personnellement, je ne comprends pas très bien. Quelles terres, par exemple? Est-ce qu'il y avait des royaumes qui étaient à cheval entre nos deux pays ou voilà, je ne sais pas. Oui, l'histoire renseigne que le Congo qui a été donné en 1885 n'est pas exactement le Congo que nous avons aujourd'hui du côté est. Il y a eu beaucoup de guerres parce qu'il faudrait savoir que les territoires étaient pris par conquête ou par succession ordinaire, c'est-à-dire les ancêtres qui laissent à leur descendance. Mais par conquête, c'était les armées. Il y a eu beaucoup de guerres entre le Rwanda et, disons, le royaume du Rwanda et le royaume qui sont aujourd'hui dans ce qu'on appelle la RDC. Et dans certaines de ces guerres, surtout du côté nord Kivu, le Rwanda a grignoté un peu de terre qui devrait être congolaise aujourd'hui. Mais seulement parce que nous, les Congolais, nous sommes respectueux des textes et nous sommes liés au principe de l'intangibilité des frontières, on ne s'en occupe pas. Mais s'ils veulent vraiment que nous tous nous commençons à réclamer, non seulement qu'ils n'auront pas le droit de réclamer Minembwe, parce que au niveau du Sud Kivu, le Rwanda n'a eu aucune terre par la conquête. La seule ethnie qui est voisine au Rwanda au niveau du Sud Kivu, c'est l'ethnie Chi. Les Chi. Je suis moi-même Chi. Et toutes les guerres que le royaume des Bachi a eu à avoir contre le royaume des Rwandais dans le passé, on peut compter plus de 5 siècles. C'est écrit même par eux-mêmes les Rwandais. Il y a un très grand philosophe rwandais qui s'appelle Kagame, par le président, un philosophe, qui parle de ces guerres-là. En aucune fois, les Rwandais ont pu gagner. Alors, s'ils n'arrivent pas à gagner, comment est-ce qu'ils peuvent se dire qu'ils ont eu des terres? Et vous constaterez même que partout où il y a les Tutsis rwandais, il y a les Hutus. Là où il y a les terres. Mais pourquoi est-ce qu'à Minembwe, il n'y a pas de Hutus? Il n'y a pas de Hutus à Minembwe? Il n'y a pas de Hutus à Minembwe. Les personnes qui se font appeler Banyamulenge, ce sont des Tutsis rwandais. Ce sont exclusivement les Tutsis rwandais. Donc, pour dire que le Rwanda ne peut pas réclamer une terre au niveau du Sud Kivu. Parce qu'il n'y a aucune terre au Sud Kivu qui appartenait au Rwanda. Okay. Mais au Nord Kivu, nous, on a des terres à réclamer. Aujourd'hui, nous savons la puissance des mots. Pourquoi certains journaux européens ont parlé de l'enclave de Minembwe? Pourquoi? Ce sont des ballons d'essai, ce sont des lobbying rwandais qui fonctionnent. Ils ont leur lobbying fort, ils utilisent la victimisation, ils disent qu'ils sont minoritaires et qu'ils sont en danger pour l'extermination. Alors qu'au Congo, toute ethnie prise de manière isolée est minoritaire. On peut dire qu'au Sud Kivu, nous les Baches, nous sommes majoritaires, mais si on nous prend de manière isolée par rapport à d'autres ethnies, les 450 ethnies du Congo, on restera minoritaire. Mais seulement, eux, ils ne veulent pas choisir. Moi, je veux être très clair. Nous, les Congolais, nous n'avons aucun problème avec les Banyamulenge. Nous les avons accueillis comme on a accueilli tout le monde, mais seulement, c'est eux qui ont un problème avec nous. Parce qu'ils ne veulent plus de leur statut des visiteurs, ils veulent avoir les statuts des propriétaires. Mais vous allez être propriétaire de quoi? Parce que tous les sols congolais sont prises. Il faudrait le savoir, je veux le signaler parce qu'on parle des frontières. Lorsqu'on a tracé les frontières de l'Afrique, à Berlin, il faudrait savoir que les États africains ont été constitués par les principes de séparation. On a séparé les terres. C'est-à-dire, on dit tel royaume, on vous sépare ici, parce qu'il y a une montagne, parce qu'il y a une rivière.
sauf l'État indépendant du Congo. L'État indépendant du Congo a été créé par réunification des terres. Parce que le roi Léopold II avait les documents que Stalin avait signés avec les chefs coutumiers pour réunir les terres et en faire un. Exactement, j'y reviens. On nous dit que Léopold II avait, vous avez dit, toutes les ethnies, parce que Stanley signait avec les chefs coutumiers. Oui. Y avait-il à l'époque déjà, Sivava, les Tutsis, ici chez nous, ou les Banyamulenge? Il n'y en avait pas. Aucune ethnie Tutsi, aucune. Quand est-ce que c'est... Il y a eu ces vagues migratoires des Tutsis vers chez nous? Mais pourquoi est-ce... Déjà, on doit le savoir. Comment est-ce qu'ils sont venus? On les appelle les transplantés. Les transplantés. Ce sont des Belges qui ont amené les Tutsis ici. Parce qu'ils avaient besoin de main-d'œuvre. Ils ont pris la main-d'œuvre quelque part pour amener à un endroit. Alors, le fait que ce sont les Belges qui ont amené des Tutsis pour travailler au Congo, les Tutsis ne peuvent pas exister au Congo avant la venue des Belges. Ça ne serait pas logique. Et nous savons tous que dès la venue des Belges, c'est-à-dire si on prend 1885, il n'y a aucune ethnie qui peut être des terres qui vient après 1885. Les gens ont l'impression, pratique Sivava, que l'Afrique a existé quand les Blancs sont arrivés. Et pourtant, il y a une histoire précoloniale. Il y a une histoire vraiment précoloniale assez fournie aussi. J'aimerais bien qu'on s'y penche un peu sur cette histoire précoloniale. Y avait-il un royaume des Tutsis? Est-ce que vous avez une idée de là où ça se trouvait, le royaume des Tutsis? Il y en avait. Il n'y a jamais eu de royaume des Tutsis dans ce qui est devenu la République démocratique du Congo. Jamais. Les Tutsis, c'est le royaume Congo. Je vous en prie, nous réfléchissons ensemble. Oui. À l'époque, il y avait le royaume Congo. Le royaume Congo, voilà. Aujourd'hui, les Congos se retrouvent à cheval dans plusieurs pays. Il y a les Congos en RDC, en Angola, au Congo-Brazza et au Gabon. J'aimerais maintenant poser la question par rapport aux Tutsis. Y avait-il un royaume des Tutsis qui aujourd'hui peuvent se dire nous sommes aussi en RDC parce qu'ils sont aussi originaires de RDC? J'ai dit négatif. Au Rwanda, en Ouganda ou ailleurs. J'ai dit négatif. L'histoire du peuple Chi. Moi, je suis un Mouchi. L'histoire du peuple Chi est écrite depuis le 10e siècle, 9e siècle. Jusqu'à aujourd'hui, c'est écrit. De la même manière, l'histoire des Tutsis, l'histoire des Hutus, les histoires de Tutsis et Hutus sont aussi écrites. Il n'y a jamais eu de royaume Tutsi dans ce qu'on appelle RDC aujourd'hui. C'est pour ça même qu'ils sont conseillés par l'article 10 de la Constitution, qui s'interprètent mal, en disant que non, l'article 10 de la Constitution parle de 1960, les 30 juin, de ce fait qu'ils étaient les 30 juin au Congo, ils sont congolais. Non! L'article 10 de la Constitution est très clair. Ça dit que c'est lui qui est congolais d'origine. Et toute personne qui appartient à une ethnie qui était au Congo en 1960, mais, et aussi, l'article parle des et, c'est-à-dire les conditions sont cumulatives. Cette ethnie doit avoir son territoire dans ce qui constitue la République démocratique du Congo le 30 juin 1960. C'est-à-dire... les terres, territoire donc des terres. Oui, c'est-à-dire que les Flamands qui étaient ici au Congo le 30 juin 1960 ne peuvent pas se dire qu'ils sont Congolais. Parce qu'ils étaient ici au Congo, mais leur ethnie, les Flamands, n'avaient pas un territoire dans ce qui est devenu la RDC. Je vous ai bien dit que le Congo est le seul pays africain qui a été tracé par assemblage des terres. Mais aujourd'hui, les Banyamulenge, c'est une question directe que je vous pose. Y a-t-il une différence entre les Tutsis et les Banyamulenge? Pas du tout. Les Banyamulenge sont... Aujourd'hui, on parle d'une langue qui s'appelle les Kinyamulenge. Voilà, c'est une déformation express. C'est pour ça que j'ai dit que nous, les Congolais, nous n'avons aucun problème avec les Banyamulenge qu'on considère comme les invités, comme tout autre invité. Ce sont les Banyamulenge qui ont un problème avec nous parce qu'ils veulent torpiller l'histoire et la géographie du Congo. Les Banyamulenge, quand on dit Banyamulenge, ça sent le nom d'un peuple. Ça ne peut pas être appelé... on ne peut pas dire que c'est le nom d'une ethnie. Banyamulenge, c'est-à-dire c'est de Mulenge. En nombre pluriel, en singulier, Munyamulenge. Comme on dit, moi je suis Mouchi. Au pluriel, c'est Bashi. Maintenant, c'est quoi les tribus? C'est là la question. C'est quoi les tribus? C'est les Mulenge? Non, Mulenge, c'est le nom de la colline. Les tribus, c'est tous, ils sont tous ici. Pourquoi ils ne veulent pas dire qu'ils sont tous ici? Pourquoi ils ne veulent pas dire qu'ils sont tous ici? Ils sont tous ici. Ils veulent... Deuxièmement, la langue que nous parlons, qu'on appelle en français dialecte, ça a toujours le nom de l'ethnie. Nous, les Bashi, nous parlons les Machi. Les Balouba parlent les Chiluba. Les Banyamulenge parlent quelle langue? Qu'ils ont appelé Kinyamulenge pour flouer. Les Banyamulenge parlent le Kinyarwanda. Le Kinyarwanda, c'est une extension, la langue du Rwanda. Alors, ils ne peuvent pas ne pas être rwandais et parler le Kinyarwanda.
Donc maintenant, pour flouer l'histoire, ils disent leur langue, c'est les Kinyamulenge. Kinyamulenge, ça dit quoi? Alors qu'ils nous disent carrément c'est quoi le nom de leur ethnie. Si le peuple s'appelle Munyamulenge ou Banyamulenge, si leur langue s'appelle Kinyamulenge, c'est quoi le nom de leur ethnie? C'est là le problème. Nous allons un peu en Afrique du Sud. Il y a un pays très enclavé en Afrique du Sud qu'on appelle le Lesotho. Oui. Je ne sais pas si vous y êtes déjà allé. Non, je ne suis pas. Bon. En Afrique du Sud, mais pas au Lesotho. Bon. Le Lesotho, c'est vraiment la terre d'un peuple. Oui. Je voudrais savoir, en tant qu'intellectuel africain, est-ce que les frontières issues de la colonisation ont été bénéfiques pour nous, aujourd'hui, 60 ans après? Oui, moi je dirais vraiment totalement, je serais totalement positif. Parce que si on s'était refusé d'hériter les frontières de la colonisation, on allait se donner un travail qui serait de retracer les frontières. Et pourquoi pas? Et ce travail allait être fait par rapport aux puissances de l'époque. Et du coup... Non, pourquoi pas au royaume de l'époque? Pourquoi aux puissances de l'époque? Non, au royaume de l'époque, le royaume Congo, le royaume Luba, le royaume... Il faut distinguer. Il faut distinguer les frontières ethniques des frontières étatiques. Les frontières qui séparent les royaumes et les empires, c'est-à-dire nos sociétés traditionnelles, sont les frontières ethniques. Lorsque les Occidentaux se sont décidés de retracer, c'est-à-dire de se distribuer les gâteaux africains, ils ont tracé des frontières étatiques sur les frontières ethniques. Il faudrait savoir, j'enseigne le cours de l'institution politique de l'Afrique, on commence par traditionnel, moderne et puis contemporain. Il faudrait savoir que dans l'évolution, il y a les dualismes. C'est pour ça que vous voyez, on a les autorités étatiques que nous connaissons dans nos pays, et nous avons les autorités traditionnelles. Le roi Triumph, par exemple, vous n'allez pas lui dire que lui s'arrête là où vous avez appelé la limite Katanga et autres. Le roi Triumph, lui, il est le chef de Lunda. Qui sont en RDC, en Zambie. Tous les Lunda, lui, il s'en fout de votre frontière étatique. Maintenant, le problème, c'est que s'il fallait rentrer dans les frontières, dans les frontières ethniques, ce serait aussi dangereux parce que les personnes qui retraçaient la succession des États, c'était fait au niveau des institutions étatiques. Du coup, il faudrait que tous ces mondes qui avaient obtenu les indépendances, qui n'étaient pas nécessairement de chefs traditionnels, qu'ils abandonnent leur leadership pour qu'on rentre à l'époque traditionnelle pour que chaque royaume et empire prenne son espace. C'était aussi pas trop sage s'il fallait choisir ces chemins. Moi, j'ai dit et je continue à croire que le chemin de Berlin était plutôt de se maintenir sur les frontières tracées à Berlin, était beaucoup plus sage que commencer à réfléchir sur de nouvelles frontières qui allaient amener beaucoup de pesanteurs et de guerres interminables. Ok. L'international, c'est s'ouvrir un peu au monde, Patrick Chifava. En Europe, par exemple, en France, si nous y allons, est-ce qu'eux aussi ils ont des problèmes de terre? Est-ce que beaucoup de gens se demandent si les Blancs ont des ethnies, ont des tribus comme nous, ou ils ont un problème de terre aussi, ou eux, ils sont arrivés à surmonter cela et ils ont créé une nation? D'abord, les Blancs ont des ethnies comme nous. Vous verrez que la France, par exemple, a pratiquement toutes les ethnies de l'Europe. Il y a les Germains, qu'on appelle Germains, il y a des Flamands. Mais eux n'appellent pas ethnie, hein. Ils ont peut-être une autre appellation. Bon, je ne sais pas s'ils appellent ça comment, mais moi je l'appelle ethnie. Mais le problème, ils disent aussi communauté comme nous. Mais le problème, c'est que, comme on dit toujours, pour créer les nationalismes, il faut tuer les tribalismes. C'est parce qu'ils se sont focalisés sur la nation que cela a dilué les termes ethnie ou bien communauté. Tout le monde se sent d'abord français. Et le reste, ça vient après. Et ce que les Banyamulenge sont ici dans notre pays, comme les Bazoum et autres, c'est ce que, par exemple, les Roms sont en France. Ils sont en France, mais tout le monde sait qu'ils ne sont pas d'origine française. Ah, les peuples du voyage, comme on dit. Voilà. Exactement. Donc, seulement le problème, c'est que nous avons avec nos frères Banyamulenge, ils ne veulent pas accepter leur nature, leur origine. Qui n'ont pas parce qu'ils se disent qu'ils ne connaissent rien du Rwanda. Pour certains, c'est vrai. Mais ils ont raison. Comment ça arrive et tout. Mais si c'était le cas, les Belges devraient rester aussi. Il y a des Belges qui sont nés au Congo en 1885 ou 90, qui ont quitté le Congo en 1960. Ils pourraient quand même aussi rester. La même chose avec les Bazoum et autres. Et de la même manière dans le pays civilisé, si on peut se le dire, ce n'est pas parce que tu es venu clandestinement en France, tu as passé 1000 ans que tu deviens français. Tu dois respecter les normes établies en France pour acquérir une nationalité. Voilà, c'est la question. Un Congolais qui est parti en Belgique, qui a eu des enfants, 2-3 générations en Belgique, il s'est dit belge. Oui, parce qu'il est fait belge individuellement. Il est belge individuellement, oui. Mais il n'a pas une assise, comment dire, terrienne, si je peux me permettre l'expression. Oui. Ce Congolais-là
ou ce Belge d'origine congolaise n'a pas de terre en Belgique où il peut se réclamer, voilà, ce sont mes terres ou c'est ma région d'origine. Mais c'est ça l'erreur que M. Tshilombo voulait inculquer à la diaspora lorsqu'il a tenu son discours disant que les Banyamulenge sont des Congolais. Mais lorsqu'il développe son discours, il démontre que soit il ne connaît pas c'est quoi être Congolais. Parce qu'il ne peut pas dire que les Banyamulenge sont des Congolais d'origine, mais après il compare avec les Congolais qui sont allés en Belgique et qui ont pris des nationalités. La nationalité individuelle, on peut tout l'avoir. On a vu les gens comme le monsieur de Malta Forest et tout. Il a pris sa nationalité, les Chaloupa et autres. C'est-à-dire, on interdit à personne d'avoir une nationalité de manière individuelle. Mais eux, ils demandent une nationalité collective. Et ce qui fait encore mal dans la chose, c'est que depuis qu'ils demandent la nationalité... On les a octroyé, cette nationalité collective, avec... Non, mais la partie de l'histoire que personne ne veut raconter sur Mobutu, c'est que dans moins de 6 mois, Mobutu s'est rétracté et a annulé son ordonnance. Personne ne l'a dit. Mais le mal était déjà fait. Non, mais ils avaient acquis la nationalité. Non, il a annulé. Ils ont acquis la nationalité par cette ordonnance. Et l'ordonnance est annulée. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus de soubassement juridique. Et ça, c'est même la preuve. Si Bisengimana a joué à cette fraude-là, à cette manipulation, c'est que eux-mêmes, les Banyamulenge, ils savent qu'ils ne sont pas congolais. Parce que je ne suis pas en train de voir les Basuku, les Bapende, les Bayaka, les Baluba, les Bashi, en train d'entreprendre pour avoir une ordonnance, leur autre, la nationalité. Parce qu'ils savent qu'ils sont congolais. Lorsqu'on commence à chercher à avoir la nationalité de cette manière-là, c'est qu'on sait en soi-même qu'on n'est pas congolais. Mais pourquoi est-ce que chacun ne peut pas venir demander sa nationalité? Il y a un désordre par rapport à cette histoire. Les communautés locales n'arrivent pas à accepter que les Banyamulenge obtiennent la nationalité collectivement parce qu'ils ont peur que les Banyamulenge cherchent à avoir la terre. Et depuis tout ce temps, les Banyamulenge ont nié. Ils ont dit que non, eux, ils n'ont pas besoin de terre, ils veulent juste être congolais. Mais avec l'érection des Minembwe comme territoire d'abord en 99 par Roubewa, chef du RCD, et maintenant comme commune rurale, on s'est dit, comme on dit en anglais, des inévitables is happen. C'est-à-dire, ce qu'on craignait, c'est ce qui arrive. Et on avait tout à fait raison de craindre que les Banyamulenge cherchent à avoir la terre. Alors que toutes ces terres-là ont des propriétaires, on a des chefs coutumiers, on a des chefs de terre, on a des chefs Mais locaux. le président a dit qu'il va créer cette commission pour essayer de relire l'histoire et tout ça. Vous croyez que ce sera une solution pour apaiser ce coin de la République? Pas du tout. Je suis totalement en désaccord avec cette manière de voir les choses. D'abord, il dit que cette commission sera composée des personnes non originaires. Ouais. C'est-à-dire, pour qu'il n'y ait pas trop de passion. C'est-à-dire un chef coutumier Mouflero. Un chef coutumier Mouflero va laisser sa terre héritée de ses ancêtres parce qu'un monsieur qui a étudié les frontières, qui serait Moussoukou ou Moupende ou Mouyaka ou Moutandu, lui dit que cette terre n'est pas à toi. Qu'est-ce que ce monsieur connaît sur ces terres-là? Il n'a que les théories sur les principes généraux sur la terre. Mais qu'est-ce qu'il connaît sur la réalité de ces terres-là? C'est-à-dire, ce que M. Tshilombo est en train de demander, c'est que l'on fasse la même chose qui a été faite à Berlin en 1885. Des personnes qui ne sont pas africains, qui se réunissent à l'extérieur de l'Afrique et qui décident de quelle terre ira de quel côté, quelle autre terre restera de quel autre côté. Pour vous, ça ressemble à un Berlin bis, quoi. Ça ressemble à Berlin bis et on sait les pouvoirs que les lobbying Tutsi a. Nous savons l'influence que ces lobbying peut avoir, d'abord par rapport à lui-même Tshilombo et aussi à tous ces scientifiques qu'il aura nommés dans sa commission. Du coup, c'est une très mauvaise idée et je pense que leur décision n'aura pas de légitimité. Et la partie qui se retrouvera être en défaveur va refuser carrément d'appliquer la décision. D'appliquer la décision. Les frontières, la balkanisation, les frontières, la terre est, comme vous l'avez dit, est liée à la tribu. La terre est liée à la tribu. Et vous avez explicité, vous avez dit que les Banyamulenge n'ont pas une terre ou s'accrocher pour dire que c'est chez nous. Voilà, vous avez compris comment je vais dire. Les Mulenge, c'est pas une tribu, c'est pas une langue. Quand on dit par exemple que je suis Yansi, donc ma tribu est le Yansi, ma langue est le Yansi. Voilà. Donc chez les Mulenge, c'est pas pareil. Le Mulenge, c'est pas leur tribu et c'est pas leur langue. Mais aujourd'hui, on nous dit qu'il y a une langue qui s'appelle le Kinyamulenge. Tout ça, c'est pour flouer un peu la compréhension des gens. Mais nous revenons, Patrick Sivava, où nous ressortons. Quand on va par exemple aux États-Unis, moi j'aime bien faire cette petite comparaison, est-ce qu'un noir américain se sent vraiment américain? Lui aussi n'a pas de terre, il était venu d'ailleurs.
Est-ce que noir, c'est vrai que c'est différent. Le problème, c'est que même les Blancs, ils sont venus d'ailleurs aux États-Unis. Alors, chez eux, c'est une autre conception. C'était une terre qui accueillait les gens, donc les autochtones chez eux sont les Indiens, en fait. Oui, les Amérindiens. Les Amérindiens. Mais un noir américain, par exemple, c'est sans vraiment américain, même s'il n'a pas de terre. Ou un blanc. Oui, mais eux, ils ont racheté des terres quand même, si je vois l'histoire. Les blancs et même les noirs. Même les ils noirs. se font appeler minorité. Le noir, les Sud-Américains, c'est la minorité. Mais ils vivent aux États-Unis. Ils ne se plaignent pas d'extinction. Lorsqu'ils voient leur droit être bafoué, ils réclament en utilisant les moyens que tout le monde connaît. Ils ne se disent pas parce que nous sommes noirs, on doit se mettre à un coin de New York qu'on a appelé Queens. On dit que c'est notre terre désormais. On a notre chef coutumier, on a notre chef de terre. Cela a comme conséquence que si vous ne voulez pas de nous, on part avec notre terre. Donc nous les Baches, nous sommes là, on a notre terre des Chi. On a amené ça comme contribution pour former la RDC. La RDC. Si vous ne voulez pas de nous, les Baches, on part avec nos terres. C'est le message que les Banyamulenge qui sont en train de lancer. Ils ne vont pas demander de partir avec la terre. Mais ils prennent d'abord la terre. Après, ils vont essayer de montrer au monde que le Congo ne veut pas de lui non pas. Parce que si on constate, les Banyamulenge refusent de s'intégrer. Si on voit le frère Bazombo, il s'intègre. Les Banyamulenge refusent de s'intégrer. Les Banyamulenge dans l'équipe nationale des Léopards, je n'ai jamais vu. Les Banyamulenge sureurs à Kinshasa ou mécaniciens, je n'ai jamais vu. Ils refusent de s'intégrer parce qu'ils se méfient de nous tous. Alors, vous venez chez les gens, vous vous méfiez de nous. Pourquoi vous êtes venus? Je prends l'exemple, vers la Deuxième Guerre mondiale, les Américains ont mis dans des camps de concentration beaucoup de Japonais, parce qu'ils étaient en guerre avec les Japonais, mais c'était des Américains d'origine japonaise, mais on les a mis à l'écart parce que, qu'on le veuille ou pas, on a toujours une empathie avec son pays d'origine. C'est peut-être ça la crainte des Congolais, que ces Banyamulenge ont plus d'empathie envers le Rwanda qu'envers la République démocratique du Congo. Je crois que ça fait partie aussi de raisons, parce qu'il faudrait se les dire. Vous voulez changer de nationalité, il n'y a pas de problème, même individuellement. Mais lorsque vous changez de nationalité, vous choisissez un autre pays. Travaillez pour ces pays-là. Mais on constate que les Banyamulenge veulent travailler pour le Rwanda. C'est toujours une astuce. D'abord pour que le Rwanda vienne avec l'AFDEL. C'est une astuce. Banyamulenge, on veut exterminer, on fait la guerre. Lorsqu'on veut faire RCD, astuce. Lorsqu'il y a eu massacre de Makobo, là, je crois, Roubé est rentré. Il a même demandé à tous les ministres de quitter le gouvernement plus 4. Heureusement pour nous, le Congo, les ministres ont refusé de quitter. Lorsque, en 2004, Moutebou s'est coupé de qui sont Banyamulenge? On fait la guerre, ils ont pris Bukavu. C'était ça l'astuce. Alors, si vous voulez être Congolais, vous vivez avec nous tous les Congolais. Pourquoi vous travaillez pour les intérêts du Rwanda? Ça, le problème. Et la preuve, on a vu lorsque la commune rurale a été installée. Il y avait beaucoup plus de fêtes au Rwanda qu'au Congo. Pourquoi? Il y avait un guichouage. Même de par le monde, on a vu comment ils étaient tous contents d'avoir créé. Il y a même eu des chansons sur la gloire de Minembwe. On ne comprend pas très bien. On nous menaçait, on va faire de ça la Suisse d'Afrique, on va faire de ça, ceci. Et on dit même qu'il y a déjà de l'argent qui est là. L'argent attend seulement la concrétisation et puis on va construire Minembwe. Quand on construira Minembwe, deviendra comme Hong Kong. Hong Kong qui était chinoise, les Chinois ont prêté aux Occidentaux. Le fait que Hong Kong s'est développé rapidement que d'autres parties de Chine, les Hongkongais refusent de rentrer en Chine. Et c'est la guerre. En attendant, les transferts étaient déjà faits, les Occidentaux ont remis Hong Kong à la Chine. Et c'est la guerre parce qu'ils se considèrent un peu plus développés. Et c'est ça l'argument qu'on veut faire. On construit les stades, on construit l'aéroport, on construit l'université. C'est-à-dire, on donne l'autonomie à cette commune. Et après, on va instrumentaliser les gens pour qu'ils disent que les principes de l'autodétermination, on préfère s'isoler. Pas pour rentrer au Rwanda, mais pour devenir un État à part. Comme l'Abkhazie qui a quitté la Géorgie sans rentrer à la Russie. L'Ossétie du Sud qui a quitté la Géorgie sans rentrer dans la Russie. Pas comme Crimée l'a fait. Sinon, on va dire que... Alors qu'on sait que lorsque la Géorgie a envoyé les militaires pour dompter la rébellion et la sécession de ces deux provinces, c'est la Russie qui a renvoyé à son tour les militaires pour empêcher la Géorgie de reprendre sa terre. Mais ces deux États continuent à dire qu'ils sont des États indépendants. Les lobbies Tutsi, nous allons terminer encore de moins une minute. La force de ces lobbies Tutsi, est-ce que c'est un mythe ou une réalité? On nous parle tout le temps lobby Tutsi, lobby Tutsi. Est-ce que nous, les Congolais, nous n'avons pas un lobby qui parle de nous, qui défend nos intérêts, voilà, comment on nous rabat tout le temps, lobby Tutsi, c'est comme les lobbies juifs, on ne comprend pas très bien la force de ce lobby. Le problème aussi, il faudrait savoir que la nature pousse toujours l'être humain à se comporter différemment selon qu'il est à un endroit X ou Y. Donc de la même manière que les gens qui vivent dans le désert,
ils se comportent différemment que les gens qui vivent comme chez nous, comme ça, dans une terre fertile, plutôt dans une terre très fertile, on se comporte différemment. Il y a certaines négligences qu'on peut avoir. On dit qu'on a tout. On a les ressources naturelles, on a une superficie grande, on se dit qu'on a déjà tout. Les personnes qui n'ont pas beaucoup de choses développent aussi une très grande énergie pour en avoir. Donc c'est pour ça qu'on dit peut-être que le lobbying du Tutsi est plus grand, mais je pense que les Congolais font aussi leur lobbying de la manière. C'est ce qui fait que lorsque tu le dis par exemple que les Banamleux sont des Congolais, que tout le Congo, les 450 tribus disent non. C'est la preuve que le Congo peut aussi se sentir comme une nation, comme une seule communauté et non comme 450 tribus différentes. Merci. En tout cas, nous avons parlé de ce problème qui vraiment est récurrent, c'est la problématique des frontières. Merci à Jivava. Donc, lui, il a dit, j'essaie de résumer, qu'il était pour le fait qu'on reste comme ça. Les Belges ou les Occidentaux ont tracé nos frontières, ben, c'était bien de rester comme ça et de créer notre nation. Il nous a dit, c'est que j'ai retenu, que le Moulengue, ce n'est qu'une colline, donc ils n'ont pas de terre chez nous parce que leur nom n'est pas du tout rattaché ni à une terre, ni à une langue. Merci donc, mesdames et messieurs, et soyons fidèles à Congo Web Télévision. Restez branchés sur ma page La Lyon Info. Et merci à Sivava pour cet éclaircissement. Merci. Et nous... Éclaircissement ou éclair? Le français est compliqué. C'est éclaircissement ou... Pour cet éclairage, voilà. Permettez, le français, c'est subtilité, il faut faire attention. Merci pour cet éclairage et on se retrouvera la semaine prochaine pour un autre thème, bien sûr. Au revoir.